Chers amis, bonjour. Je ne sais pas si vous avez observé ce qui s'est passé dans le Grand Kivu en République démocratique du Congo. La semaine du 5 au 10, des images atroces des corps qu'on retirait des bouts et qu'on soutirait des os, des hommes, des femmes, des enfants. Le ministre de l'information de la République démocratique du Congo, dans son bilan, faisait état de façon préliminaire déjà de plus de 400 morts et de plus de 200 disparus qu'on peut naturellement présumer déjà comme morts, vu que les conditions étaient drastiques. Une pluie diluvienne, brutale et abondante s'est abattue sur le territoire et la population impréparée a été prise de court en surprise et cette population-là a subi les conséquences, une dévastation sans précédent, des maisons emportées, des routes complètement cassées et beaucoup de vies humaines complètement détruites, au-delà de pratiquement 600 parce qu'il y a un bilan officiel de plus de 400 et de plus de 200 disparus. Si le comptage continue, nous ne savons pas jusqu'où ce bilan va aller atterrir. Ce phénomène m'a donné un coup au cœur, j'ai eu un choc. Vous savez, il y a quand même des possibilités de pouvoir éviter ce genre de catastrophes. Oui, nous faisons face à un défi de type nouveau. Si vous suivez l'actualité mondiale, le groupe intergouvernemental des Nations Unies pour l'évolution du climat s'appelle le GIEC. C'est un organe des Nations Unies qui supervise l'évolution du climat, qui regroupe dans son sein des représentants de pratiquement tous les pays, où il y a des scientifiques qui travaillent sur les changements climatiques. Ils ont fait une observation. La température de notre planète Terre a beaucoup augmenté depuis la période pré-industrielle, atteignant déjà le plus de 1 degré Celsius de plus. Et les prévisions sont mauvaises. D'ici la fin de ce siècle, les GIEC ou les GIEC portent des pronostics qui peuvent amener la température de la planète Terre à atteindre un niveau beaucoup plus élevé de 1,5 degré Celsius. Ce qui signifie que tous les écosystèmes tels que nous les avons connus seront complètement impactés et transformés. Et cela avec des implications plus ou moins graves, spécialement pour des pays comme le nôtre, le pays de l'Afrique subsaharienne, des pays en développement, dit-on, entre guillemets. Parce qu'il y a un manque d'outils, un manque des infrastructures, des drainages des eaux, manque d'outils de météorologie adéquats pour pouvoir prévenir certaines situations désastreuses, nos populations seront gravement exposées. Chers amis, cette situation m'a beaucoup choqué. Et je pense qu'il y a lieu de travailler pour changer certaines choses. Oui, ces derniers temps, lorsqu'il y a des pluies, et les pluies ont changé de nature. Nous, quand nous étions jeunes, la quantité de précipitations en volume d'eau que nous subissions était beaucoup moindre. Aujourd'hui, lorsqu'il y a la pluie, et les précipitations sont beaucoup plus abondantes et beaucoup plus brutales, avec des volumes d'eau très considérables. Vous le comprenez certainement, c'est un phénomène naturel que nous avons pratiquement tous eu à étudier à l'école. Il s'agit d'un cycle naturel de l'eau. La température augmente, ça chauffe nos cours d'eau, ça chauffe nos rivières, ça provoque une évaporation, l'eau monte, ça se condense et il y a des cycles de climat ou de pression au niveau de l'atmosphère qui organisent des précipitations. Et la température de la planète étant en hausse, constamment en hausse et de façon continue, cela fait que ce processus-là de cycle naturel d'eau est accéléré. Les évaporations sont beaucoup plus rapides et considérables
ce qui constitue une masse et un volume important d'eau dans l'atmosphère, et avec le changement de la pression atmosphérique, les précipitations sont beaucoup plus brutales, plus abondantes en termes de quantité et en termes de pression, d'où la nature des pluies que nous avons ces derniers temps en Afrique subsaharienne, et spécialement les cas du bassin du Congo, parce que nous nous situons sur une zone qui est pratiquement traversée par l'équateur. Donc, nous sommes particulièrement vulnérables par rapport aux implications du changement climatique, l'échauffement climatique. Nous pouvons dire que c'est un effet de nature que nous ne pouvons pas généralement nous impacter directement. Et nous n'en sommes pas à la cause de ce qui s'est passé. Parce que lorsque les GIEC, le groupe intergouvernemental des Nations Unies, fait ses études, le point de référence, c'est toujours la période pré-industrielle. Donc généralement, ce sont les pays industrialisés, par leur méthode d'utiliser les énergies fossiles et qui dégagent les cols dioxyde de carbone, le COD, et ces cols dioxyde de carbone entrent dans l'atmosphère et créent un effet de serre. Et cet effet de serre cause l'augmentation des températures dans la planète. Mais n'étant pas à la cause, à la base de ce nouveau phénomène qui va impacter toute l'humanité, mais nous sommes au premier loge de ceux-là qui vont en subir en plein fouet, en plein figure, les conséquences. Mais il y a des prédispositions, il y a des choses que nous pouvons faire. D'abord, commencer par un changement de priorité. Chers amis, aujourd'hui, lorsqu'on vous parle des pays subsahariens, des pays en développement, et particulièrement les pays aux alentours du bassin du Congo, si on vous dit de situer certains défis majeurs, vous parlerez certainement des défis sécuritaires. Et c'est ce qui saute à l'œil. Mais quand vous prenez un peu de recul et que vous observez les publications des scientifiques, vous vous rendez rapidement compte que le défi majeur de la génération de demain, mais qui est déjà un défi pour les autorités d'aujourd'hui, c'est plutôt les changements climatiques. Un défi avec lequel on ne pourra pas négocier, un défi sur lequel nous ne pouvons pas ralentir les calendriers. Nous sommes appelés à subir les effets du changement climatique, surtout que l'augmentation de la température ne dépend pas beaucoup de nous. Nous ne sommes pas des pays industrialisés, nous sommes des pays à vocation à être industrialisés, mais à ce jour, notre quantité de pollution est pratiquement négligeable. La pollution a été principalement faite dans les pays occidentaux avant, et aujourd'hui, le pôle pollueur le plus important, c'est l'Asie du Sud-Est, avec toutes ces côtes-là. Vous prenez la Chine, vous montez vers les Andes, tous les pays des BRICS, ces gens-là qui accélèrent leur développement parce qu'ils sont déjà des pays émergents, mais ils veulent rejoindre les pays les plus développés de la planète en termes de PIB et en termes de niveau de vie. Alors, ces gens y vont sans réserve. Il y a des mines de charbon qui sont ouvertes chaque jour. Il y a de l'énergie extrêmement polluante qui est utilisée dans ces pays-là. Il y a des territoires entiers en Chine où par période, vous ne pouvez pas voir le ciel. Puisque les usines dégagent tellement du CO2. Mais ce CO2-là est planétaire parce que nous vivons tous dans la même parcelle terre, et nous en subirons les conséquences. Mais cela n'appelle pas un relâchement à dire subissons, non. Il y a des choses que nos autorités doivent prendre, en commençant par changer l'ordre des priorités. La question climatique est une priorité imminente qui s'impose à nos autorités, parce que cela impacte déjà et impactera davantage négativement les écosystèmes, qui à son tour influencera nos vies sociales et nos économies. Il y a certaines choses que nous pouvons faire. Par exemple, améliorer notre outil
des prévisions climatiques et météorologiques. Ça, c'est un exercice normal d'un État. Vous savez, on pouvait, par exemple, pour les cas des Calais, dans les Grands Kivu, sauver des vies. Si tout simplement, cette population-là pouvait être alertée la veille qu'il y aura de précipitations brutales et abondantes, l'orage s'annonçait, et qu'on pouvait déplacer tout simplement, à la limite, les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, les enfants et les malades, par exemple. Cela pouvait sensiblement réduire le bilan. Donc, seulement la question d'organiser les communautés locales, de les conscientiser et de pouvoir leur apporter l'information adéquate au moment voulu, au moment nécessaire, peut déjà éviter les décombres macabres que nous avons aujourd'hui, où nous comptons des morts par centaines. Donc, premier élément, d'abord changer de priorité en termes d'organisation gouvernementale, mettre le changement climatique et ses implications négatives en premier lieu. Une priorité parmi les premières priorités. Deuxièmement, équiper nos pays de la connaissance nécessaire et continue sur le climat, la météo. Un pays comme la RDC, par exemple, a des instances qui travaillent sur les questions climatiques. J'ai vérifié parce que ça fait longtemps, j'ai voulu quand même avoir des données qui sont actuelles. Il y a par exemple les INERA. INERA, c'est l'Institut national pour l'étude et la recherche agricole
Chers amis, bonjour. Je ne sais pas si vous avez observé ce qui s'est passé dans le Grand Kivu en République démocratique du Congo. La semaine du 5 au 10, des images atroces de corps qu'on retirait des bouts et qu'on soutirait des os. Des hommes, des femmes, des enfants. Le ministre de l'information de la République démocratique du Congo, dans son bilan, faisait état de façon préliminaire déjà de plus de 400 morts et de plus de 200 disparus qu'on peut naturellement présumer déjà comme morts vu que les conditions étaient drastiques. Une pluie diluvienne brutale et abondante s'est abattue sur le territoire et la population impréparée a été prise de court en surprise et cette population-là a subi les conséquences, une dévastation sans précédent, des maisons emportées, des routes complètement cassées et beaucoup de vies humaines complètement détruites, au-delà de pratiquement 600 parce qu'il y a un bilan officiel depuis de 400 et depuis de 200 disparus. Si le comptage continue, nous ne savons pas jusqu'où ce bilan va aller atterrir. Ce phénomène m'a donné un coup au cœur, j'ai eu un choc. Vous savez, il y a quand même des possibilités de pouvoir éviter ce genre de catastrophes. Oui, nous faisons face à un défi de type nouveau. Si vous suivez l'actualité mondiale, le groupe intergouvernemental des Nations Unies pour l'évolution du climat s'appelle le GIEC. C'est un organe des Nations Unies qui supervise l'évolution du climat, qui regroupe dans son sein des représentants de pratiquement tous les pays, où il y a des scientifiques qui travaillent sur les changements climatiques. Ils ont fait une observation. La température de notre planète Terre a beaucoup augmenté depuis la période pré-industrielle, atteignant déjà le plus de 1 degré Celsius de plus. Et les prévisions sont mauvaises. D'ici la fin de ce siècle, les GIEC ou les GIEC portent des pronostics qui peuvent amener la température de la planète Terre à atteindre un niveau beaucoup plus élevé de 1,5 degré Celsius. Ce qui signifie que tous les écosystèmes tels que nous les avons connus seront complètement impactés et transformés. Et c'est là avec des implications plus ou moins graves, spécialement pour des pays comme le nôtre, le pays de l'Afrique subsaharienne, des pays en développement, dit-on, entre guillemets. Parce qu'il y a un manque d'outils, un manque des infrastructures, des drainages des eaux, manque d'outils de météorologie adéquats pour pouvoir prévenir certaines situations désastreuses, nos populations seront gravement exposées. Chers amis, cette situation m'a beaucoup choqué. Et je pense qu'il y a lieu de travailler pour changer certaines choses. Oui, ces derniers temps, lorsqu'il y a des pluies, et les pluies ont changé de nature. Nous, quand nous étions jeunes, la quantité de précipitations en volume d'eau que nous subissions était beaucoup moindre. Aujourd'hui, lorsqu'il y a la pluie, et les précipitations sont beaucoup plus abondantes et beaucoup plus brutales, avec des volumes d'eau très considérables. Vous le comprenez certainement, c'est un phénomène naturel que nous avons pratiquement tous eu à étudier à l'école. Il s'agit d'un cycle naturel de l'eau. La température augmente, ça chauffe nos cours d'eau, ça chauffe nos rivières, ça provoque une évaporation, l'eau monte, ça se condense et il y a des cycles de climat ou de pression au niveau de l'atmosphère qui organisent des précipitations. Et la température de la planète étant en hausse, constamment en hausse, et de façon continue, cela fait que ce processus-là de cycle naturel d'eau est accéléré. Les évaporations sont beaucoup plus rapides et considérables,
ce qui constitue une masse et un volume important d'eau dans l'atmosphère, et avec les changements de la pression atmosphérique, les précipitations sont beaucoup plus brutales, plus abondantes en termes de quantité et en termes de pression, d'où la nature des pluies que nous avons ces derniers temps en Afrique subsaharienne, et spécialement les cas du bassin du Congo, parce que nous nous situons sur une zone qui est pratiquement traversée par l'équateur. Donc, nous sommes particulièrement vulnérables par rapport aux implications du changement climatique, l'échauffement climatique. Nous pouvons dire que c'est un effet de nature, que nous ne pouvons pas généralement nous impacter directement. Et nous n'en sommes pas à la cause de ce qui s'est passé. Parce que lorsque les GIEC, le groupe intergouvernemental des Nations Unies, fait ses études, le point de référence, c'est toujours la période pré-industrielle. Donc généralement, ce sont les pays industrialisés, par leur méthode d'utiliser des énergies fossiles et qui dégagent les coldioxydes de carbone, le CO2, et ces coldioxydes de carbone entrent dans l'atmosphère et créent un effet de serre. Et cet effet de serre cause l'augmentation des températures dans la planète. Mais n'étant pas à la cause, à la base de ce nouveau phénomène qui va impacter toute l'humanité, mais nous sommes au premier loge de ceux-là qui vont en subir en plein fouet, en plein figure, les conséquences. Mais il y a des prédispositions, il y a des choses que nous pouvons faire. D'abord, commencer par un changement de priorité. Chers amis, aujourd'hui, lorsqu'on vous parle des pays subsahariens, des pays en développement, et particulièrement les pays aux alentours du bassin du Congo, si on vous dit de situer certains défis majeurs, vous parlerez certainement des défis sécuritaires. Et c'est ce qui saute à l'œil. Mais quand vous prenez un peu de recul et que vous observez les publications des scientifiques, vous vous rendez rapidement compte que le défi majeur de la génération de demain, mais qui est déjà un défi pour les autorités d'aujourd'hui, c'est plutôt les changements climatiques. Un défi avec lequel on ne pourra pas négocier, un défi sur lequel nous ne pouvons pas ralentir les calendriers. Nous sommes appelés à subir les effets du changement climatique, surtout que l'augmentation de la température ne dépend pas beaucoup de nous. Nous ne sommes pas des pays industrialisés, nous sommes des pays à vocation à être industrialisés, mais à ce jour, notre quantité de pollution est pratiquement négligeable. La pollution a été principalement faite dans les pays occidentaux avant, et aujourd'hui le pôle pollueur le plus important, c'est l'Asie du Sud-Est, avec toutes ces côtes-là. Vous prenez la Chine, vous montez vers les Andes, tous les pays des BRICS, ces gens-là qui accélèrent leur développement parce qu'ils sont déjà des pays émergents, mais ils veulent rejoindre les pays les plus développés de la planète en termes de PIB et en termes de niveau de vie. Alors ces gens y vont sans réserve. Il y a des mines de charbon qui sont ouvertes chaque jour. Il y a de l'énergie extrêmement polluante qui est utilisée dans ces pays-là. Il y a des territoires entiers en Chine où par période, vous ne pouvez pas voir le ciel. Puisque les usines dégagent tellement du CO2. Mais ce CO2-là est planétaire parce que nous vivons tous dans la même parcelle terre, et nous en subirons les conséquences. Mais cela n'appelle pas un relâchement à dire subissons, non. Il y a des choses que nos autorités doivent prendre, en commençant par changer l'ordre des priorités. La question climatique est une priorité imminente qui s'impose à nos autorités, parce que cela impacte déjà et impactera davantage négativement les écosystèmes, qui à son tour influencera nos vies sociales et nos économies. Il y a certaines choses que nous pouvons faire. Par exemple, améliorer notre outil
des prévisions climatiques et météorologiques. Ça, c'est un exercice normal d'un État. Vous savez, on pouvait, par exemple, pour les cas des Calais, dans les Grands Kivu, sauver des vies. Si tout simplement, cette population-là pouvait être alertée la veille qu'il y aura de précipitations brutales et abondantes, l'orage s'annonçait, et qu'on pouvait déplacer tout simplement, à la limite, les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, les enfants et les malades, par exemple. Cela pouvait sensiblement réduire le bilan. Donc, seulement la question d'organiser les communautés locales, de les conscientiser et de pouvoir leur apporter l'information adéquate au moment voulu, au moment nécessaire, peut déjà éviter les décombres macabres que nous avons aujourd'hui, où nous comptons des morts par centaines. Donc, premier élément, d'abord changer de priorité en termes d'organisation gouvernementale, mettre le changement climatique et ses implications négatives en premier lieu. Une priorité parmi les premières priorités. Deuxièmement, équiper nos pays de la connaissance nécessaire et continue sur le climat, la météo. Un pays comme la RDC, par exemple, a des instances qui travaillent sur les questions climatiques. J'ai vérifié parce que ça fait longtemps, j'ai voulu quand même avoir des données qui sont actuelles. Il y a par exemple l'INERA. INERA, c'est l'Institut national pour l'étude et la recherche agricole